Compagnon trader, bonjour, on est parti pour une petite analyse des marchés financiers. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous me suivez, également à laisser un petit like et un commentaire. On est parti pour l'analyse du contexte marché. Alors c'est une semaine assez particulière encore une fois, comme toutes les semaines en fait baissières, puisque c'est la 8e semaine consécutive que le marché américain baisse. Et donc en fait au niveau du contexte marché, ça se traduit tout simplement pourquoi en fait on a cette baisse, c'est toujours l'inflation et c'est toujours en fait ce sentiment de peur qui prédomine sur les marchés, ce risque en fait de s'enliser dans une récession qui dure. Et donc on peut se poser la question jusqu'à quel moment en fait les marchés vont rebondir et est-ce qu'ils vont rebondir la semaine prochaine. Donc c'est un peu la question à laquelle j'aimerais répondre là aujourd'hui en regardant les graphiques avec vous. Alors, le contexte également, nous avons en Allemagne, hop là, une flambée des prix à la production de plus 33%, donc sur un an glissant. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc, en fait, on a des chiffres, des scénarios qui ont tendance en fait à s'empirer. Donc, c'est déjà un premier élément de contexte. Si on regarde également l'inflation un peu de partout dans le monde, moi je peux vous parler de l'inflation en Russie, elle est présente. Sur les denrées alimentaires, on a une inflation déjà qu'on peut sentir sur certains produits, les produits de base comme le lait, des céréales, etc. Ça va. Par contre, sur des produits alimentaires un petit peu plus sophistiqués ou assemblés, ou importés, ça devient beaucoup plus cher. Faut compter à peu près en moyenne entre 20 et 30%. Si on regarde également, toujours en Russie, hein, sur la partie coût de la vie, tout ce qui va représenter des biens d'import, forcément l'électronique importée ou les voitures, ça va coûter très cher non seulement déjà pour acquérir votre véhicule, puisque vous ne pouvez plus acheter de Mercedes, vous ne pouvez plus acheter de BMW par exemple, ou une Porsche, vous pouvez les faire importer à vos frais, ça pas de problème, mais après effectivement il va falloir également les entretenir, et les entretenir, vous n'aurez plus de pièces détachées en fait usines disponibles facilement, sauf évidemment à aller les chercher vous-même en Europe, ou bien à trouver un importeur qui a sa propre filière pour vous faire parvenir des pièces originales. Alors en fait, il y a vraiment un marché parallèle en Russie, donc je pense pas que c'est une catastrophe, et ça s'est déjà vu pendant l'Union soviétique et la perestroïka. Il y a vraiment un marché parallèle d'import de pièces de rechange qui soient pas des pièces. Et d'ailleurs, quand vous allez voir un garage en Russie où vous voulez faire réparer, je sais pas moi, votre Renault, pour prendre un exemple de voiture française, eh bien le garagiste va toujours vous proposer: est-ce que je vous mets une pièce de rechange originale ou en fait une pièce qui ressemble à l'original, une pièce qui est fabriquée par un autre fabricant. Mais d'ailleurs en France, je pense aussi que ça doit être le cas, il y a plein de fabricants différents et vous pouvez opter pour la pièce de rechange que vous souhaitez. Mais donc voilà, pour faire un peu plus court, l'inflation elle se ressent donc en Europe, bon ça vous le savez, et puis également aux États-Unis. Donc en fait, on n'est pas dans une tendance où la hausse de l'inflation s'arrête. Alors si je vous montre le graphique de l'inflation aux États-Unis, donc là ici vous l'avez en daily, mais en fait c'est mis à jour une fois à la fin du mois, donc considérez que c'est du monthly en fait. Donc vous avez l'inflation, vous avez les bandes de Bollinger que j'ai mis en fait à deux écarts types. Il me semble que c'est le cas, je vais vérifier, on est à deux écarts types. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous voyez que globalement, la dynamique inflationniste, elle est encore, la tendance est très forte. Vous avez une petite inflexion de la courbe, je ne sais pas si vous voyez, on parle de la courbe qui est en bleu, donc on est passé de 8,5 à 8,3 aux États-Unis, donc une petite inflexion. On ne sait pas si ça va être une inflexion de ce type-là, également en fait en marche d'escalier et une augmentation de l'inflation, ou ça va être une réduction si la dynamique, si le marché va se reprendre, se ressaisir. Si on regarde un petit peu le niveau, eh bien en fait on correspond en fait au niveau des années 82. La dernière fois que j'en parlais, on était aux alentours des 7,50. Donc là voilà, on a un point de plus par rapport à il y a 2 mois. Est-ce qu'on peut prévoir la fin de l'inflation juste en lisant le graphique? Est-ce qu'on peut faire de l'analyse technique sur l'inflation? Difficile. En tout cas, c'est sûr qu'on est passé sur un extrême et que on ne reste en général pas longtemps sur les extrêmes. Ça, c'est l'information effectivement qu'on peut prendre comme ça du graphique, hein. Si on regarde, on reste jamais très longtemps, vous voyez, dans ces zones-là, à plus de 10% très rarement. Donc ça a été le cas en 42. Enfin, je pense que là, c'est vraiment trop loin.
Si on regarde les graphiques depuis les années 80, vous voyez, on a fait un pic à 15%, on est redescendu illico. La zone moyenne, c'est plutôt une zone qui va se situer aux alentours des 2 à 3% annuels. Donc ici, effectivement, on pourrait encore monter, il y a de la marge pour monter jusqu'à 15%, mais quoi qu'il arrive, c'est une année qui va être difficile pour les marchés financiers. Donc si on regarde effectivement le Dow Jones, on va en parler, donc huitième de baisse consécutive. Sur le Nasdaq, on a des résultats sur la techno globalement plombés par les taux, plombés également par un scandale, bon, sur Tesla en l'occurrence, Elon Musk qui a reçu des accusations d'agression sexuelle. Alors est-ce que il va y avoir un procès ou pas? Est-ce que c'est lié également à Twitter? Est-ce que c'est des opérations de déstabilisation? J'en sais rien. En tout cas, effectivement, le titre eh bien, a accusé le coup, hein. Quand on regarde Tesla en daily, eh bien, on a annulé toute la hausse depuis août 2021. Donc c'est quand même une jolie baisse. Entre le scandale, le rachat de Twitter qui se passe pas très bien, eh bien, nous avons en fait déjà un moins 44% de baisse, ce qui me paraît en fait un bon point d'entrée pour les personnes qui croient en l'entreprise. Ça peut être un bon momentum pour rentrer en général quand on corrige déjà de 40-50%, c'est une bonne chose. Alors ce que je dis, ce n'est pas un conseil en investissement, je ne donne pas de conseils pour rentrer dans Tesla, je veux simplement vous dire que voilà, quand vous avez un actif, ou mieux peut-être même prendre un indice, pardon, donc un indice, vous avez des corrections de l'ordre de 40 à 50%, c'est souvent de très bons moments en fait pour rentrer dans le marché. Donc la tech est dans le rouge et c'est à peu près tout pour le contexte marché, et je vous propose de regarder maintenant les graphiques. On va voir un petit peu où peut nous amener le prix pour la semaine prochaine, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'on est dans une logique de rebond ou pas? Alors là, je me mets zoomer un petit peu sur le Dow Jones. Alors sur le Dow Jones, on a eu une semaine effectivement avec un petit rebond. On a marqué les 32 000 en rebondissant techniquement, et puis ensuite une chute vers les 31 000. Donc on a perdu 1000 points en 3 jours. Si on regarde en hebdomadaire, effectivement, c'est la 8e semaine de baisse. Ça fait donc 2 mois que ça baisse. Si on regarde le graphique, ben moi je pense qu'il a quand même une belle tête pour rebondir. Surtout qu'on voit que vendredi, en fait, on a fait un plus bas, on est remonté. On a fait un joli V. Donc je pense que ça pourrait revenir sur les 32 000 facilement pour la semaine prochaine. Alors évidemment, on n'est pas sur une logique de rebond du marché. On peut avoir en fait un marché qui va rebondir d'ici 1-2 jours, mais qui va ensuite continuer sa chute, puisque je vous le rappelle, sur le Dow Jones, on a assez peu corrigé finalement, il tient assez bien, hein, l'industrie, moins 17%. Sur le Nasdaq, je crois qu'on est aux alentours des 30%. Donc on est dans un marché, je le répète, comme en 2008, où on a une première vague baissière, on remonte, une deuxième vague baissière, et ça pourrait en fait continuer jusqu'à septembre, octobre, facilement, avant de remonter peut-être en fin d'année. C'est une des options. Donc pour le Dow Jones, je pense que c'est assez clair, on a marqué les 31 000. C'est du rebond, donc ici bon, il n'y a pas photo, quoi. On va regarder à présent le DAX. Le DAX, on avait fait effectivement un petit scénario aux alentours des 13 500 qui s'est avéré correct. Je vais me recaler, j'ai peut-être un décalage. 1, 2, 3, 4, 5 dans mes... Oui, c'est bon. Donc on va se recaler par ici. Donc on avait annoncé un travail entre ces deux niveaux-là. Ça a réellement été le cas. Et donc pour la semaine prochaine, moi je pense que on est plus haussier que sur les indices américains. En fait, ça va être le même scénario que la semaine dernière. Je vais prendre en fait la bulle ici et je vais la déplacer ici. Voilà, je pense que c'est un travail dans ce petit range entre, enfin petit, 13 950 et 14 200. Donc effectivement, c'est assez restreint. On va regarder à présent le CAC 40. Le CAC 40, il a travaillé en effet dans la petite zone indiquée. Voilà, comme ceci. Et ensuite, apparemment, annonce quand même, vous avez ces petites mèches ici, ces doji, ça annonce quand même un rebond à court terme. Donc je pense en scénario, on va dire, pessimiste, un rebond au moins jusqu'au 6400, et venir consolider ensuite dans cette zone-là.
un peu comme le DAX, donc le scénario optimiste, c'est une consolidation qui serait jusqu'au 6500, jusqu'au 6500, et ensuite un travail entre ces deux zones pour le moment. Plutôt haussier. Si on regarde l'ONBV, bon, il a pas vraiment, il est assez flat, donc c'est pour ça que je pense pas qu'on passe au-delà des 6500, sauf éventuellement s'il y a une excellente nouvelle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la dynamique d'ici les prochains jours. Alors le Nasdaq, il a été un petit peu moins bon que ce que j'envisageais. Effectivement, lui nous fait vraiment une très belle baisse. C'est une baisse, en fait, on a atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis le 4 novembre 2020, donc ça commence à dater. On est dans le rouge au niveau de l'ONBV depuis quelques temps, et on a quand même bien marqué aussi le rebond sur les 12 000. Donc là, je ne peux pas vous dire qu'on pourrait encore rebondir là. Moi, en fait, on a marqué un rebond ici. On voit quand même qu'il y a une volonté de soutenir de rebond, en fait, d'un deuxième rebond sur les 12 000, mais je serai quand même assez prudent. Le marché n'a pas beaucoup respiré, c'est vrai, dans cette baisse, mais il faut être un petit peu prudent, donc je pense que ce serait voilà, un léger rebond dans un premier temps. Après, je ne sais pas s'il va réellement rebondir et respirer de nouveau si on passait par exemple les 13 500 au-dessus. Là, je pourrais dire effectivement, le marché a envie de rebondir, on pourrait continuer jusqu'au 14 500, c'est pas le cas. Aujourd'hui, en fait, on a plutôt tendance à vouloir sauver ce marché-là, qui est un petit peu pris dans une spirale négative. Donc, et s'il pouvait consolider aux alentours des 12 000, entre 12 000 et 12 500 en quelques semaines, ça nous ferait un petit peu d'air. D'ailleurs, en fait, en parlant de techno, je voulais vous remontrer en fait la charte de Netflix. Donc, vous avez Netflix en daily. On était à moins, je crois, 70%. J'avais parlé à moins 50%. Donc, entre les plus hauts et le plus bas, là maintenant, on est à moins 75%. Donc, c'est vraiment, c'est une catastrophe. Pour Netflix, depuis décembre 2017, on n'a pas fait ces niveaux-là. Zoom aussi, je vais regarder un petit peu. Zoom qui avait pris une jolie baisse, là, vraiment encore pire, puisqu'on est passé en fait d'un 560 sur les plus hauts jusqu'à moins 85%. Alors ça ressemble évidemment pas à Luna que je vous ai présenté la semaine dernière, mais on arrive quand même à des seuils de baisse qui sont impressionnants, quoi. Donc on arrive presque à un moins 90% de sa valeur boursière, on a un 89 $. Mais effectivement, je ne sais pas. Est-ce que Zoom va pouvoir se sortir de cette spirale? Je n'en sais rien. Il y a quand même beaucoup de concurrence. Et ils étaient parmi les premiers, en tout cas, à proposer un beau produit pendant le Covid. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils se reposent un petit peu sur leur laurier et la spirale baissière qu'on a sur le Nasdaq n'aide absolument pas l'entreprise à se relever. On va passer à présent au Bitcoin. Vous allez voir que sur le Bitcoin, je ne suis pas aussi négatif que ça, puisque on a quand même eu des jolies baisses sur les marchés financiers. Mais si je regarde sur la semaine, vous voyez, bon, le marché s'est quand même maintenu au niveau des 30 000, donc alors qu'il est 29 300. Donc on n'est pas passé en dessous, tant mieux, tant mieux. Je ne sais absolument pas si ça va continuer. Pour moi, bah, c'est plutôt en fait un scénario horizontal. Je ne sais absolument pas si on passerait en dessous des 30 000. C'est vrai que l'incident Luna n'a pas forcément aidé à redonner de la confiance. On voit que la pilule est très difficile à avaler sur la crypto. La crypto étant en fait un actif où beaucoup d'investisseurs particuliers sont investis. Donc comparé à d'autres actifs beaucoup plus matures sur le marché action où vous avez beaucoup d'institutionnels, la crypto c'est beaucoup de particuliers, ils ont eu peur, le Bitcoin s'est pris une gamelle, on est aux 30 000 techniquement moi je vois vraiment un rebond jusqu'aux 35 000 minimum, mais voilà, donc il va falloir en fait qu'on ait quelques signes positifs pour rebondir jusqu'aux 35 000. Et quand effectivement on aura un petit peu enterré, fait le deuil de Luna, et qu'il n'y aurait pas d'autres scandales, on pourra reprendre un petit peu d'énergie pour amener l'actif vers les 35 000. Alors il ne me reste plus qu'à vous présenter rapidement le coin des nouvelles, j'en ai encore pour quelques secondes. Donc sur le séminaire, il restera une place, une dernière place. Donc s'il y a encore des intéressés, n'hésitez pas à me contacter pour récupérer cette place. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord, qui est un lieu d'échange, un lieu où on vient
échanger des idées, phosphorer sur les stratégies, sur l'analyse marché, sur plein de choses. Je mets également en fait à jour les résultats du robot. J'ai créé une petite section où je vais mettre en fait tous les mois, je vais vous mettre en fait les résultats du robot. Et ça va vous permettre de suivre un petit peu la dynamique. C'est quelque chose qui m'avait été demandé et que j'ai pas fait. En fait, ça fait un an qu'on me le demande et finalement, ben, je le fais et je vais vous montrer en fait effectivement les résultats. Alors, c'est un robot, hein, comme on le dit, c'est pas une stratégie qui va se révéler gagnante tous les mois. Vous aurez des mois en fait négatifs, vous aurez des mois positifs, mais sur le long terme, en tout cas, on le voit hein, depuis qu'il est live, depuis qu'il est commercialisé depuis un an, c'est une stratégie qui gagne. Ensuite, vous avez la newsletter que je vais essayer d'envoyer un peu plus régulièrement, mais je suis assez occupé. Mais n'hésitez pas à vous inscrire, en tout cas, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, un très bon week-end à vous. Je vous souhaite de bien profiter du mois de mai, j'espère ensoleillé et chaud en France. Et je vous dis en fait à la semaine prochaine. Ciao!